8 universités m'ont admis, mais mon père a brûlé les lettres pour que j'aide mon frère. Il ignorait que j'en avais caché une. 5 ans plus tard, je reviens riche, dans une voiture et un costume qu'ils ne pourront jamais s'offrir. Je m'appelle Chloé Dupont. J'ai 23 ans. Il y a 5 ans, je me tenais parfaitement immobile dans le salon de ma famille, dans une banlieue chic de Cannes, et je regardais mon père jeter mon avenir dans une cheminée en briques. Il a tenu ma lettre d'admission à HEC Paris à la lumière, a allumé son briquet argenté et a mis le feu à l'épais parchemin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé les bords se recroqueviller en cendres noires pendant que ma mère se tenait silencieusement derrière lui, tenant les 7 autres enveloppes restantes. « Tu restes à la maison pour aider ton frère à réussir », a dit mon père, Richard. Il a jeté le papier en flammes sur les bûches et a attrapé l'enveloppe de Sciences Po. Ensuite, Charles a besoin d'une maison calme pour lancer son entreprise. Nous avons besoin que tu travailles à temps plein à la brasserie pour aider à couvrir ses frais de démarrage. La famille soutient la famille, Chloé. Il pensait avoir brûlé mes 8 admissions universitaires ce soir-là. Il pensait m'avoir piégé avec succès dans une vie au SMIC pour servir de distributeur de billets au délire de mon grand frère. Ce que mon père ignorait, c'est que la lettre la plus importante de toutes, une bourse d'excellence couvrant l'intégralité des frais pour l'école polytechnique, était à ce moment précis pliée à plat à l'intérieur de ma basket Stan Smith gauche. Pour comprendre pourquoi mon père a brûlé mes réussites, vous devez comprendre la dynamique de la famille Dupont. Dans notre maison, mon grand frère Charles était le centre incontesté de l'univers. Charles était bruyant. Charles était exigeant. Charles était un visionnaire. Du moins, selon mes parents. À l'époque où j'étais au lycée, Charles avait déjà abandonné 2 universités publiques différentes. À chaque fois qu'il échouait, mes parents blâmaient les professeurs, le programme ou l'environnement. Lorsqu'il a décidé de devenir entrepreneur dans la tech, ils ont réhypothéqué notre maison pour financer son train de vie. J'étais la fille invisible. J'ai appris très tôt que mes notes, mes résultats d'examen et mes ambitions étaient perçus comme des menaces pour l'ego fragile de Charles. Quand je ramenais des bulletins avec 20/20 de moyenne, ma mère, Suzanne, s'empressait de les cacher dans un tiroir pour que Charles ne se sente pas mal face à ses propres échecs. J'ai passé 4 ans à étudier en secret. J'ai postulé dans les meilleures écoles tard le soir sur un ordinateur portable cabossé que j'avais acheté dans un vide-grenier. J'ai payé moi-même les frais d'inscription en utilisant l'argent de mes pourboires de mon travail du week-end comme serveuse. Je savais que l'éducation était mon seul billet de sortie d'une maison qui me traitait comme une servante. Quand les épaisses enveloppes ont commencé à arriver par la poste, j'ai commis l'erreur fatale de les laisser sur le comptoir de la cuisine. Je pensais que peut-être, juste pour une seconde, mes parents seraient fiers de moi. Au lieu de cela, ils ont vu mon plan d'évasion et ont décidé de le réduire en cendres. Mais ils ont sous-estimé la quantité de feu que je pouvais traverser. Je n'ai pas crié quand les lettres ont brûlé. Je ne suis pas tombé à genoux pour supplier mon père d'arrêter. Je n'ai pas versé une seule larme pendant qu'il se tenait là, tenant son briquet argenté, l'air incroyablement satisfait de lui-même. J'avais passé 18 ans à apprendre que dans la maison des Dupont, toute manifestation d'émotions négatives était considérée comme une attaque directe contre la tranquillité de mes parents. Si je pleurais, ma mère, Suzanne, m'accusait d'être manipulatrice. Si je criais, mon père, Richard, me disait que j'étais ingrate et instable. Mais plus important encore, je savais que réagir ne ferait que leur donner la satisfaction de me briser. Ils voulaient que j'accepte mon rôle désigné de personnage secondaire dans la grande tragédie de mon grand frère, Charles, et de sa série interminable d'échecs. Je suis donc resté dans le salon, inhalant l'odeur âcre du papier brûlé, et j'ai conservé une expression parfaitement neutre. Quand la dernière enveloppe s'est recroquevillée en cendres blanches, mon père s'est épousseté les mains. Il m'a fait un signe de tête paternel et sévère, comme s'il venait de me rendre un énorme service. Il m'a dit d'aller dormir car j'avais le service du matin à la brasserie et Charles avait besoin que la maison soit calme pour travailler sur son business plan. J'ai dit bonne nuit. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers recouverts de moquettes jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte sans la claquer. Je me suis assise sur le bord de mon lit simple et étroit et j'ai attendu. J'ai attendu que la télévision en bas s'éteigne. J'ai attendu les pas lourds de mon père marchant dans le couloir. J'ai attendu le déclic de la porte de la chambre de mes parents qui se verrouillait. J'ai fixé l'horloge numérique sur ma table de chevet, regardant les chiffres rouges lumineux changer.
22h30, 23h15, minuit, 1h du matin. Je n'ai pas bougé. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais que le son pourrait résonner à travers les cloisons, mais mes mains étaient complètement immobiles. À exactement 2h du matin, je me suis enfin penché et j'ai délaissé ma basket Stan Smith gauche. J'ai glissé mon pied hors de la chaussure et j'ai plongé la main à l'intérieur. Sous la semelle en mousse bon marché, pressée complètement à plat, se trouvait l'épais parchemin de couleur crème de ma lettre d'admission à l'école polytechnique. Je l'ai sorti et j'ai lissé les plis avec mes pouces. Le sceau officiel de l'université brillait dans la faible lumière de ma lampe de bureau. C'était une bourse académique d'excellence. Elle couvrait les frais de scolarité, le logement et incluait une petite allocation de subsistance. C'était un morceau de papier valant 1 million d'euros que j'avais intercepté auprès du facteur 3 jours plus tôt. Je savais que mon père détruisait mon courrier. J'avais remarqué que mes lettres de refus arrivaient, mais que mes admissions manquaient mystérieusement à l'appel. Le jour où la lettre de Polytechnique est arrivée, j'ai rejoint le facteur au bout de l'allée, j'ai fourré l'épaisse enveloppe dans ma chaussure et je suis rentré dans la maison en agissant comme si la boîte aux lettres était vide. En regardant la lettre maintenant, dans l'obscurité silencieuse de ma chambre d'enfant, j'ai ressenti une montée froide, dure et pure d'adrénaline. C'était ma preuve de vie. C'était la preuve irréfutable que je valais plus qu'un salaire au SMIC destiné à la start-up fantaisiste de mon frère. Charles avait 25 ans, vivait dans notre sous-sol et lançait sa 3e entreprise imaginaire. La première était une entreprise de t-shirts personnalisés qui a fait faillite en 6 mois. La deuxième était un podcast lifestyle qui a coûté 10 000 € à mes parents en équipement audio et a généré exactement 0 auditeur. Maintenant, il préparait une application. Il ne savait pas coder. Il ne savait pas construire un modèle financier. Mais mes parents ont quand même réhypothéqué notre maison car Charles était l'enfant prodige et son succès allait valider toute leur existence. Je n'étais que la fille de rechange, la main-d'œuvre engagée, le filet de sécurité qu'ils pouvaient exploiter quand l'argent viendrait à manquer. Je me suis levé et j'ai tiré un sac de sport en toile noire délavé du fond de mon placard. Je n'ai pas emballé de souvenirs. Je n'ai pas pris de photos, ni de peluches d'enfance, ni d'albums de lycée. J'ai emballé 3 jeans, 5 chemises, des sous-vêtements, des chaussettes et mon ordinateur portable cabossé. Je suis allé à ma commode et j'ai ouvert le tiroir du bas. J'ai plongé la main tout au fond et j'ai sorti une paire de chaussettes d'hiver enroulées. À l'intérieur, il y avait 400 € en espèces. C'était l'argent de l'obtention de mon diplôme envoyé par des parents éloignés. Ma mère m'avait explicitement dit de remettre tout cadeau de diplôme pour le fonds du ménage, ce qui était sa façon polie de dire que cela servirait à rembourser les dettes de carte de crédit de Charles. J'avais menti en lui disant que je n'avais reçu que des cartes de vœux. J'ai enfoui les 400 € au fond de la poche de mon jean. J'ai mis une veste sombre et j'ai passé le sac de sport sur mon épaule. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Et je suis descendu à pas de loup, en retenant mon souffle. Les lames du parquet grinçaient doucement, mais le bruit des ronflements de mon père masquait le son. Je suis descendu en retenant mon souffle. Je suis entré dans la cuisine. Le clair de lune filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur le sol en lino. J'ai retiré les clés de la maison de mon trousseau. Je les ai placées délicatement sur l'îlot de la cuisine, juste à côté de la machine à café où mon père les trouverait en se réveillant pour servir à Charles son café du matin. Le cliquetis métallique des clés frappant le plan de travail en granit fut le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. Je suis sorti par la porte de derrière et j'ai marché dans l'air frais de la nuit de la Côte d'Azur. La gare routière était à 5 km, dans le quartier commercial. Je n'ai pas appelé de taxi. Je ne voulais pas de traces numériques et je devais conserver chaque euro que je possédais. J'ai commencé à marcher. Je suis passé devant les pelouses bien entretenues et les garages pour 2 voitures de mon quartier de banlieue. J'ai regardé les fenêtres sombres des maisons, me demandant combien d'autres familles cachaient leur pourriture derrière leurs portes d'entrée fraîchement peintes. L'effort physique de porter un sac de sport lourd pendant 5 km n'était rien comparé au poids mental que je laissais derrière moi. Chaque pas qui m'éloignait de cette maison me donnait l'impression de me débarrasser d'une couche de plomb lourd. Au moment où j'ai atteint la gare routière, il était presque 4 heures du matin. La station était baignée d'une lumière fluorescente crue et vacillante. Ça sentait le café rassis, le diesel et le désespoir. Je me suis approché du guichet. L'employé m'a regardé avec des yeux complètement indifférents. J'ai demandé le prochain billet aller simple pour Paris.
Il a tapé sur son clavier et m'a dit que c'était 95 €. J'ai décollé les billets de ma liasse d'espèces et je les ai glissés sous la paroi de verre. Il m'a tendu un billet en papier et a pointé la porte 4. Le trajet en bus a duré 14 heures angoissantes. J'étais assise près de la fenêtre à l'arrière, regardant la campagne française, la vallée du Rhône et la Bourgogne défiler derrière la vitre sale. Le moteur grondait sous moi, vibrant à travers mes os. Des passagers montaient et descendaient à des arrêts aléatoires. Certaines personnes dormaient. D'autres se disputaient au téléphone. Je suis resté parfaitement éveillé. Je n'ai pas pleuré une seule fois. Pleurer est un luxe réservé aux personnes qui ont un filet de sécurité pour les rattraper quand elles s'effondrent. J'étais en chute libre totale. Si je me brisais, il n'y aurait absolument personne pour ramasser les morceaux. Alors, j'ai concentré mon esprit sur la survie. J'ai visualisé le plan de Paris. J'ai mémorisé les itinéraires de métro que j'avais étudiés. J'ai transformé ma colère en une arme solide, un bouclier que je pourrais porter dans la ville. Mais aucune dose de visualisation ne pouvait me préparer à la réalité de la descente de ce bus à la gare routière de Bercy à Paris. Au moment où les portes automatiques se sont ouvertes, j'ai été frappé par un mur physique de bruit, d'odeur et de vitesse humaine pure. Des milliers de personnes se déplaçaient avec une détermination agressive. Les taxis klaxonnaient à l'extérieur. Les bâtiments dominaient les rues, bloquant le soleil et transformant les avenues en de profonds canyons de béton. Je me suis tenu sur le trottoir, serrant fermement la lanière de mon sac de sport. J'ai ressorti ma lettre d'admission pour me rappeler pourquoi j'étais ici. J'avais la bourse. J'avais l'admission. Mais en regardant les petits caractères, la première vague de véritable panique m'a frappé. La bourse couvrait le logement, mais le jour de l'emménagement dans les résidences universitaires n'était prévu que dans 2 semaines. J'étais complètement seul dans la ville la plus chère du pays avec 300 € en poche. Je n'avais pas d'appartement. Je n'avais pas de garant. Je n'avais pas de contact d'urgence. Ma famille biologique pensait probablement que j'étais morte dans un fossé quelque part. Et pire, ils se sentaient probablement soulagés de ne plus avoir à me nourrir. J'ai réalisé très vite que la bataille n'était pas terminée juste parce que j'avais échappé au salon de mon père. En fait, la guerre ne faisait que commencer. Je devais trouver comment survivre les 14 prochains jours dans les rues de Paris sans me faire dévorer toute crue. Et je devais le faire tout en maintenant les notes requises pour conserver ma bouée de sauvetage d'1 million d'euros. J'ai pris une grande inspiration de l'air épais rempli de gaz d'échappement, j'ai jeté mon sac sur mon épaule et j'ai marché droit dans le chaos. Les 14 premiers jours à Paris avant l'ouverture officielle des résidences universitaires furent une masterclass de pur désespoir humain. Je passais mes nuits assise dans une brasserie ouverte 24h24 en banlieue, à Saint-Denis, sirotant une seule tasse de café noir à 2 € jusqu'à ce que la serveuse ait pitié de moi et cesse de me demander de partir. Je dormais par courtes périodes paranoïaques, les bras étroitement enroulés autour de mon sac de sport en toile. Je me lavais le visage et me brossais les dents dans les toilettes publiques de la gare routière. Je mangeais du pain nature et je calculais exactement combien de calories j'avais besoin pour simplement continuer à avancer. J'étais absolument terrifié. Mais sous la terreur se trouvait un noyau métallique brûlant de pure défiance. Je n'allais pas craquer. Si mon père voulait que j'échoue pour que mon frère puisse briller, j'allais m'assurer que ma réussite les aveuglerait tous. Quand le jour de l'emménagement est enfin arrivé, j'ai franchi les portes en fer forgé du campus de l'école polytechnique, me sentant comme une usurpatrice qui avait réussi à contourner les agents de sécurité. Le campus était magnifique. C'était une forteresse immaculée d'architecture imposante avec de vastes pelouses vertes. Mais le contraste entre ma réalité et celle de mes camarades de classe était complètement suffocant. Je regardais les parents décharger des SUV de luxe flambant neufs, sortant de la literie de créateurs, des mini-réfrigérateurs et des ordinateurs portables hors de prix. Des mères pleuraient et serraient leurs filles dans leurs bras. Des pères prenaient des photos remplies de fierté. J'ai marché seul jusqu'à ma chambre universitaire attribuée, portant le même sac de sport délavé que j'avais fait dans le noir. Il me restait exactement 42 € à mon nom. Je savais que la bourse d'excellence couvrait mes frais de scolarité et ma chambre, mais elle ne couvrait pas le coût physique pour rester en vie en région parisienne. Les manuels scolaires coûtaient des centaines d'euros. La nourriture était brutalement chère. Le métro était une ponction quotidienne. Dans les 48 heures suivant mon arrivée sur le campus, j'ai trouvé 2 emplois. Je travaillais de nuit à la bibliothèque principale du campus,
de minuit à 6 heures du matin, rangeant les livres retournés et remettant en ordre les salles d'études. Ensuite, je dormais exactement 2 heures avant de marcher 3 pâtés de maison jusqu'à un café près du campus où je faisais le service du matin de 8 heures à midi, servant des expressos à des professionnels fortunés et impatients. Après ça, j'allais en cours. L'épuisement physique était profond. Il y avait des jours où mes mains tremblaient tellement à cause de la caféine et du manque de sommeil que je pouvais à peine lire mes propres notes de cours. Mais peu importe à quel point mes os me faisaient souffrir, l'épuisement n'était rien comparé au poids psychologique étouffant de ma maison d'enfance. Dans ma chambre d'étudiante, j'étais fatigué, mais j'étais libre. Je n'avais pas à marcher sur des œufs autour d'un homme adulte piquant une crise de colère parce que son entreprise tech imaginaire faisait faillite. Je n'avais pas à écouter ma mère lui trouver des excuses. Mais je ne pouvais pas complètement échapper à la réalité de ce qui se passait dans le Sud. Même si j'avais changé de numéro de téléphone, je consultais encore occasionnellement les profils publics sur les réseaux sociaux de ma famille élargie, juste pour voir le naufrage lent que j'avais laissé derrière moi. Charles vivait toujours dans le sous-sol. Il avait abandonné son idée de podcast et s'investissait désormais totalement dans le développement d'une application qui participait à l'évaluation communautaire de nourriture de luxe pour chiens. C'était une idée complètement inutile sur un marché saturé. Mais mes parents traitaient la chose comme s'ils venaient de guérir une maladie majeure. À travers une publication Facebook négligente d'une tante, j'ai appris que mon père avait encaissé une part massive de ses économies de retraite pour payer une agence spécialisée pour concevoir le logo de l'application de Charles. Je me suis assise dans la bibliothèque du campus à 3 heures du matin, fixant le solde de mon compte bancaire, qui était actuellement de 18 €, et j'ai pensé à mon père remettant nonchalamment 50 000 € pour le dessin numérique d'un os pour chien. C'est à ce moment précis, assis sous les lumières fluorescentes crues, entouré de milliers de livres, qu'une réalisation terrifiante m'a envahi. Survivre n'allait pas suffire. Obtenir un diplôme de Polytechnique et décrocher un emploi stable en entreprise à 80 000 € par an n'allait pas me protéger. Mes parents étaient financièrement irresponsables et profondément liés à la ruine inévitable de mon frère. Lorsqu'ils finiraient par faire complètement faillite, lorsque la banque viendrait saisir leur maison et leur voiture, ils viendraient me chercher. Ils regarderaient mon emploi stable et exigeraient que j'assume mon devoir envers la famille. Ils essaieraient de m'entraîner directement dans le trou noir financier qu'ils avaient créé pour Charles. Si j'étais juste à l'aise, ils me saigneraient à blanc. Je n'avais pas besoin d'être à l'aise. Je devais devenir complètement et définitivement intouchable. J'avais besoin du genre de richesse et de pouvoir qui bâtit des murs si hauts que ma famille ne pourrait même pas en voir le sommet. Le point d'inflexion s'est produit au cours du semestre de printemps de ma 2e année. Je faisais le service du mardi matin au café, essuyant la buse vapeur de la machine à expresso. La boutique était située près d'un grand pôle financier de la Défense et était un endroit prisé des investisseurs en capital risque et des banquiers d'affaires pour tenir des réunions informelles avant de rejoindre leur tour de verre. 2 hommes en costume en laine sur mesure étaient assis au comptoir en attendant leur commande. Ils parlaient fort, se moquant complètement de qui pouvait les entendre. Nous venons de perdre 12 millions d'euros sur cette start-up de logistique, a dit l'homme le plus âgé, se frottant les tempes de frustration. Le dossier d'investissement était impeccable. Le fondateur avait le pédigré, mais le taux de combustion en interne était toxique, et nos modèles prédictifs ont totalement manqué les signaux d'alarme comportementaux de l'équipe dirigeante. L'homme plus jeune a remué son café. J'ai arrêté d'essuyer le comptoir. Mon cœur a frappé contre mes côtes si fort que je l'ai senti dans ma gorge. Évaluation algorithmique des risques, prédiction de l'échec des startups en fonction des décisions financières comportementales. Je savais exactement de quoi il parlait car je l'avais vécu. Depuis 1 an, j'apprenais discrètement à coder dans ma chambre d'étudiante. Cela avait commencé comme un mécanisme d'adaptation. J'essayais de comprendre mathématiquement pourquoi mes parents étaient si aveugles face aux échecs de Charles. J'avais commencé à construire des feuilles de calcul complexes pour suivre la chronologie de ses faillites. J'avais saisi le capital initial qu'il avait reçu, la vitesse à laquelle l'argent partait en fumée, les dépenses de luxe inutiles qu'il privilégiait au détriment du développement réel du produit, et le point d'effondrement inévitable. J'avais transformé la vie entière de mon frère en un ensemble de points de données. Ensuite, j'ai appris le Python et j'ai commencé à construire un algorithme prédictif juste pour voir si un ordinateur pouvait identifier le moment exact où une entreprise était condamnée avant que les humains impliqués ne s'en rendent compte. J'étais essentiellement en train de construire le logiciel back-end exact d'évaluation des risques que ces investisseurs en capital risque recherchaient désespérément. Et j'utilisais mon frère,
l'enfant prodige, comme référence absolue pour un échec spectaculaire. J'ai tendu leur café aux hommes et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma chambre universitaire dès la fin de mon service. Je n'ai pas dormi pendant les 3 jours suivants. J'ai arrêté d'aller à mes cours optionnels. J'ai vécu d'eau du robinet et de biscuits rassis de la cantine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à décortiquer mon code, le transformant d'un simple tracker de données en un modèle financier prédictif sophistiqué. J'ai configuré l'algorithme pour analyser des milliers de microtransactions, en les croisant avec les taux de survie de l'industrie. Ce fut un processus d'essai et d'erreur brutal et angoissant, mais guidé par une pure rancune et le besoin désespéré de devenir intouchable, j'ai fini par percer le secret. J'avais un prototype fonctionnel. Il était brut et manquait d'une interface utilisateur soignée, mais les mathématiques fondamentales étaient absolument infaillibles. J'ai passé les données historiques de 50 startups ayant échoué dans mon système et il a prédit correctement leur faillite des mois avant leur dépose officielle avec une précision de 94%. Je détenais le pouvoir de faire économiser des centaines de millions d'euros aux investisseurs en capital risque. Mais avoir un logiciel brillant sur un ordinateur portable cabossé dans une chambre universitaire ne servait à rien si je ne pouvais pas le mettre devant la bonne personne. Je n'avais pas de réseau. Je n'avais pas de famille riche pour me présenter à des business angels. J'étais une serveuse de 20 ans avec des cernes sous les yeux et un compte bancaire frôlant le zéro. J'avais besoin d'un requin. J'avais besoin de quelqu'un d'assez impitoyable pour regarder au-delà de mon âge et voir la valeur brute et indéniable de l'arme que je venais de construire. J'ai commencé à faire des recherches sur les sociétés d'acquisition technologique les plus agressives de Paris. Je cherchais un type spécifique de prédateur et il n'a pas fallu longtemps pour la trouver. Elle s'appelait Vivienne Vasseur. Elle était l'associée directrice d'une société de capital risque spécialisée qui orchestrait des OPA hostiles et des acquisitions technologiques agressives. Les magazines financiers la qualifiaient de brillante, froide et totalement inapprochable. Elle était exactement ce qu'il me fallait. Et comme le destin fait bien les choses, elle devait donner une conférence en tant qu'invitée à l'école polytechnique la semaine suivante. Je savais que je n'aurais pas droit à une introduction polie. Je savais qu'elle ignorerait un email et que ses assistants bloqueraient tout appel téléphonique. J'allais devoir lui tendre une embuscade et j'allais devoir le faire avec le genre d'audace qui ferait s'arrêter un requin de nager. La guerre passait officiellement de l'ombre de ma chambre étudiante aux salles de réunion étincelantes et à enjeux élevés du quartier de la Défense. Je me suis assise au tout dernier rang de l'amphithéâtre de l'université, mon ordinateur portable cabossé posé sur les genoux. Vivienne Vasseur n'est pas simplement montée sur scène. Elle en a pris le contrôle. Elle portait un tailleur Saint-Laurent parfaitement coupé et son expression était totalement dénuée de chaleur. Elle était l'associée directrice de Vasseur Capital, une société d'investissement connue pour exécuter les acquisitions technologiques les plus agressives du quartier des affaires. Pendant l'heure qui a suivi, je l'ai regardé démanteler absolument les modèles économiques de 3 étudiants en master différents. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement posé des questions pointues et chirurgicales qui ont exposé chaque faille de leur projection financière jusqu'à ce que les étudiants balbutient. Elle possédait une brillance analytique terrifiante. En la regardant, j'ai compris qu'elle était exactement le genre de prédateur dont j'avais besoin pour reconnaître mon travail. Quand la conférence s'est terminée, un essaim d'étudiants en finance ambitieux s'est précipité vers la scène, espérant lui remettre leur CV. Je ne les ai pas rejoints. Je savais qu'une femme comme Vivienne Vasseur jetait les CV non sollicités directement à la poubelle. Au lieu de cela, je me suis glissé par les portes arrière de l'auditorium et j'ai couru dans le couloir en direction des ascenseurs VIP privés. Je savais, pour avoir fait des recherches sur sa société, que l'efficacité était sa religion principale. Elle n'attendrait pas dans le hall bondé. Je me suis tenu à côté des portes en acier brossé de l'ascenseur privé et j'ai attendu. Mon cœur battait à un rythme frénétique contre mes côtes. Si la sécurité du campus me surprenait en train de tendre une embuscade à une milliardaire donatrice de l'université, je pouvais perdre ma bourse et être renvoyé. Mais jouer la carte de la sécurité ne m'avait jamais protégé dans la maison de mon père, et ça n'allait pas me protéger ici. 2 minutes plus tard, Vivienne a tourné au coin, flanquée d'un assistant de direction silencieux. Elle ne m'a même pas regardé en entrant dans l'ascenseur. Son assistant a tendu le bras pour bloquer la porte, mais j'ai bougé plus vite. Je suis passé juste devant son bras et je me suis glissé à l'intérieur de la cabine au moment où les portes se refermaient. L'assistant a immédiatement tendu la main vers le bouton d'appel de la sécurité, mais Vivienne a levé une seule main manucurée, l'arrêtant.
Elle m'a regardé avec des yeux froids et sombres. Elle n'avait pas l'air amusée. Elle ressemblait à un requin, calculant si je valais la peine d'être mordu. Vous avez exactement le temps qu'il faut à cet ascenseur pour atteindre le rez-de-chaussée, a-t-elle dit. Sa voix était plate et parfaitement calme. Dites-moi pourquoi vous venez de risquer que la sécurité du campus vous traîne hors de ma vue. Je n'ai pas hésité. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé avec une conviction totale. Vous venez de dire à une salle pleine d'étudiants que votre entreprise a perdu 12 millions d'euros le trimestre dernier parce que vos modèles d'évaluation des risques traditionnels n'ont pas réussi à prédire l'instabilité émotionnelle d'un fondateur. J'ai passé la dernière année à construire un logiciel prédictif back-end qui signale les indicateurs comportementaux exacts de l'échec d'une start-up avant que l'argent ne brûle. Il analyse les dépenses d'ego, les restructurations impulsives et les retraits de salaires disproportionnés, et il les croise avec les taux de survie de base. J'ai passé les données historiques de 50 entreprises en faillite dans mon système. Il a prédit leur dépôt de bilan avec une précision de 94% des mois avant que les humains impliqués ne se rendent compte qu'ils étaient condamnés. L'ascenseur descendait en douceur. Vivienne n'a pas scié. Elle m'a simplement dévisagé, analysant chaque mot que je venais de prononcer. Qui a financé vos recherches, a-t-elle demandé. Personne, ai-je répondu. L'ascenseur a sonné, indiquant que nous avions atteint le rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes, révélant le hall animé de l'université. Vivienne n'est pas sortie. Elle s'est tournée vers son assistant et lui a dit d'annuler son déjeuner d'affaires. Puis elle s'est tournée vers moi. Montrez-moi le code, a-t-elle ordonné. Nous nous sommes assises à une petite table dans le coin d'un café calme du campus. J'ai ouvert mon ordinateur bon marché et je l'ai guidé à travers l'algorithme. Je lui ai montré les points de données, les déclencheurs comportementaux et la chronologie prédictive. Pendant 45 minutes, elle m'a posé les questions financières les plus brutales et complexes que j'ai jamais entendues. J'ai répondu à chacune d'elles sans que ma voix ne tremble. Quand elle a finalement fermé mon ordinateur, elle s'est adossée à sa chaise. Vous avez une interface utilisateur terrible, a-t-elle dit franchement. Le code est brut et la sécurité de votre serveur est pratiquement inexistante. Mais les mathématiques sont absolument terrifiantes. Vous avez la faim de quelqu'un qui a été affamé. Je vous offre un stage rémunéré dans mon cabinet à partir de demain matin. Vous travaillerez directement sous les ordres de mon équipe d'analyse de données pour affiner ce logiciel. Si vous craquez sous la pression, je vous renvoie. Si vous réussissez, nous parlerons d'action. Ce stage est devenu le creuset qui a forgé tout mon avenir. Pendant les 2 années suivantes, j'ai vécu dans un état d'épuisement hautement fonctionnel. Je travaillais chez Vasseur Capital 70 heures par semaine tout en conservant ma bourse à Polytechnique. J'ai arrêté de dormir plus de 3 heures par nuit. J'ai cessé d'avoir une vie sociale. J'existais entièrement grâce à l'expresso et au désir ardent de construire ma forteresse. Vivienne était un mentor impitoyable. Elle exigeait la perfection absolue. Si je faisais une erreur dans un modèle financier, elle le mettait en pièces et m'obligeait à recommencer de zéro. Mais contrairement à ma mère qui m'ignorait, ou à mon père qui me sabotait activement, Vivienne exigeait la perfection parce qu'elle croyait réellement que j'étais capable de l'atteindre. Pour la première fois de ma vie, un adulte m'a regardé et a vu un potentiel illimité au lieu d'un fardeau. Au moment où j'ai eu 22 ans, le logiciel était terminé. Nous l'avions testé avec succès en temps réel aux côtés de l'équipe traditionnelle d'évaluation des risques de Vasseur Capital. Mon algorithme a signalé avec succès 3 investissements catastrophiques, permettant à la société d'économiser plus de 40 millions d'euros en dettes toxiques. J'étais assise dans l'immense bureau d'angle de Vivienne avec vue sur les toits de Paris quand elle a fait glisser un lourd document juridique sur son bureau en verre. C'était une lettre d'intention. Vasseur Capital proposait de financer la création de mon entreprise de logiciels avec 2 millions d'euros de fonds initiaux. Je conserverais 60% de la propriété et la société de Vivienne prendrait 40% en fournissant l'infrastructure de l'entreprise. C'était le genre de contrat dont rêvaient les jeunes fondateurs de la tech. Mais une condition massive et inflexible était attachée à l'argent. Vous ne pouvez pas diriger une entreprise de technologie financière de plusieurs millions d'euros entre vos cours d'université, a dit Vivienne en se servant un verre d'eau pétillante. Si vous signez ce contrat, vous devez abandonner Polytechnique. Vous devez vous consacrer à cet empire à plein temps. Je suis resté parfaitement immobile, fixant le contrat. Pour accepter l'offre,
je devais abandonner la bourse d'excellence couvrant tous les frais que j'avais sortis en douce de la maison de mon père, cachée dans ma chaussure. Cette lettre d'admission avait été ma seule preuve de valeur. Elle avait été ma porte de sortie. Abandonner l'école signifiait jeter le filet de sécurité même pour lequel j'avais tout sacrifié. Mais en regardant Vivienne, j'ai réalisé que s'accrocher à un filet de sécurité n'est qu'une autre façon de planifier une chute. Je ne voulais plus être en sécurité. Je voulais devenir celle qui fait les rois. J'ai pris le lourd stylo en argent sur son bureau et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Abandonner l'une des écoles les plus prestigieuses de France pour devenir la PDG de ma propre entreprise d'analyse prédictive a été la décision la plus terrifiante et la plus exaltante de ma vie. Avec le soutien agressif de Vivienne et mon algorithme infaillible, notre entreprise a explosé. En 12 mois, nous vendions des licences du logiciel à 3 des plus grandes banques d'investissement de la Bourse de Paris. Les chiffres d'affaires étaient vertigineux. J'ai quitté mon petit appartement et j'ai acheté un vaste Penthouse dans le Triangle d'Or. J'ai acheté des tailleurs sur mesure qui coûtaient plus cher que ce que mon père gagnait en un mois. À mon 23e anniversaire, mon entreprise a été officiellement acquise par un énorme conglomérat bancaire mondial pour 15 millions d'euros. J'ai conservé mon siège au conseil d'administration et Vivienne a fait de moi la plus jeune associée junior de l'histoire de sa société de capital risque. J'avais réussi à construire ma forteresse. J'étais une multimillionnaire vivant dans les nuages, entourée d'une famille de cœurs composée de personnes brillantes et impitoyables qui respectaient mon esprit. Je m'étais complètement effacé du radar de ma famille biologique. Je n'appelais jamais. Je n'écrivais jamais. J'existais comme un fantôme dans leur monde. Mais alors que j'atteignais le sommet absolu de la chaîne alimentaire financière, ma famille dans le sud s'approchait rapidement du bord d'un précipice. Grâce à une discrète vérification des antécédents effectués par l'un de mes détectives privés, j'ai découvert la chronologie exacte de leur ruine. L'application de nourriture de luxe pour chiens de Charles était un échec spectaculaire et catastrophique. Il avait dilapidé chaque euro que mes parents lui avaient donné. Il avait contracté des prêts commerciaux prédateurs massifs et mon père s'était aveuglément porté garant pour tous ces prêts en utilisant leur maison de banlieue comme garantie. La banque rôdait. La dette était totalement ingérable. Ils étaient à quelques semaines d'une faillite totale et d'une saisie immobilière. Ils n'avaient plus l'argent des autres. Ils étaient désespérés, terrifiés et à la recherche d'un miracle. Et comme le destin l'a voulu, mon frère, l'enfant prodige, s'apprêtait à soumettre aveuglément une demande de financement désespérée à une société de capital risque notoirement agressive de Paris. Il n'avait aucune idée que l'associée silencieuse qui examinait son échec catastrophique était la sœur exacte qu'il avait chassée au milieu de la nuit. La collision était enfin là. Je me suis assise dans mon bureau au mur de verre au 42e étage dominant les toits de la Défense, et j'ai fixé la couverture glacée du dossier d'investissement posé sur mon bureau. Il était relié dans un cuir lourd et onéreux avec le logo de l'entreprise gravé à la feuille d'or. L'entreprise s'appelait Aristochien. C'était la grande vision de l'avenir de mon frère Charles. J'ai lentement tourné les pages épaisses de la présentation, lisant un modèle économique qui était si fondamentalement défectueux qu'il en devenait presque comique. Charles voulait un demi-million d'euros en levée de fonds de série A pour développer une application de réseau social très exclusive où les propriétaires de chiens de race pourraient évaluer et critiquer des aliments pour chiens biologiques importés. C'était un concept totalement inutile dans un marché déjà saturé. Il n'avait aucune base d'utilisateurs actifs. Il n'avait aucune technologie exclusive. Il n'avait absolument rien d'autre qu'une série de mots à la mode imprimés sur du papier cartonné de qualité supérieure. Mais sa stratégie marketing ne m'intéressait pas. J'ai feuilleté directement jusqu'à l'annexe des divulgations financières à la fin du classeur. Dans le monde du capital risque, le pitch deck est le fantasme, mais les divulgations financières sont la réalité brutale. J'ai fait glisser mon doigt sur les colonnes de chiffres et j'ai senti un œuf froid et tranchant se former dans mon estomac. Charles avait déjà englouti 300 000 euros de capital d'amorçage initial. Selon son propre registre, il avait dépensé des sommes exorbitantes pour la location de bureaux de luxe, des déjeuners traiteurs pour ses 3 employés et un consultant en relations publiques dédié. Il n'avait pratiquement rien dépensé pour le développement de logiciels. Mais le taux d'épuisement des liquidités n'était pas la partie la plus choquante. La révélation véritablement terrifiante était enfouie dans la section des passifs détaillance et dettes garanties. Charles avait contracté un prêt commercial massif à haut rendement auprès d'un prêteur prédateur pour maintenir l'entreprise à flot au cours des 6 derniers mois. Parce que son entreprise n'avait aucun actif et aucun revenu,
le prêteur exigeait une garantie physique. J'ai fixé l'adresse indiquée sur le contrat de prêt notarié. C'était l'adresse exacte de ma maison d'enfance dans la banlieue chic de Cannes. Mon père, Richard, avait signé en tant que garant principal. Ma mère, Suzanne, était co-signataire. Ils avaient littéralement parié le toit au-dessus de leur tête, la maison où j'avais grandi, la maison où mon père avait brûlé mes lettres d'admission à l'université, sur une application de nourriture pour chiens. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau ergonomique et j'ai pensé à la maladie psychologique pure du favoritisme de mes parents. Pourquoi un homme d'âge moyen approchant de la retraite mettrait-il en jeu tout son filet de sécurité physique sur un fils ayant un historique documenté d'échecs totaux? Parce que dans les banlieues aisées, l'illusion du succès est souvent plus importante que la réalité de la stabilité. Avoir un fils entrepreneur, PDG d'une start-up technologique, sonne de manière incroyablement prestigieuse au country club du quartier. Ça sonne beaucoup mieux que d'admettre que votre fils de 25 ans ne peut pas conserver un emploi de base pour débutants et vit dans votre sous-sol. Mes parents ont adhéré au délire de Charles car admettre qu'il était un échec catastrophique revenait à admettre que leur stratégie d'éducation était fondamentalement défectueuse. Ils avaient construit toute leur identité autour de son succès imminent. S'il échouait, ils échouaient. Alors, ils ont doublé la mise. Ils ont risqué leur maison pour protéger leur fierté. Vivienne Vasseur est entrée dans mon bureau sans frapper. Elle portait un tailleur anthracite élégant et tenait sa propre copie du dossier de Charles. Elle l'a laissé tomber sur mon bureau en verre avec un bruit sourd. J'ai déjà vu des lettres de suicide financier, a-t-elle dit en croisant les bras. Mais celle-ci est particulièrement créative. As-tu passé ces projections dans ton logiciel prédictif? J'ai levé les yeux vers mon mentor. Je n'ai même pas eu besoin de l'algorithme pour celle-là, ai-je répondu en gardant une voix parfaitement neutre. L'entreprise est complètement insolvable. Selon les termes de son prêt garanti, s'il n'obtient pas 500 000 € de financement en fonds propres d'ici le dernier vendredi de ce mois, il déclenche un défaut de paiement pur et simple. Le prêteur commercial engagera une procédure de saisie immédiate sur les propriétés en garantie. Vivienne a hoché la tête lentement, ses yeux sombres calculant la trajectoire exacte de la ruine. La garantie est une propriété résidentielle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a-t-elle noté. Tu connais ces gens, Chloé? J'ai baissé les yeux vers la signature de mon père sur le document de prêt. L'encre était agressive et fortement inclinée, tout comme sa personnalité. Oui, je les connais, ai-je dit doucement. Le PDG est mon grand frère. Les garants, qui sont sur le point de perdre leur maison, sont mes parents. Vivienne n'a pas eu le souffle coupé. Elle ne m'a pas offert de pitié. Elle était un requin et elle savait que j'en devenais un aussi. Elle a simplement haussé un seul sourcil parfaitement arqué. Je vois, a-t-elle dit. Cela explique pourquoi l'architecture financière de ce désastre semble si familière à tes modèles de base. Veux-tu que je demande à mon assistant d'envoyer l'email de refus standard? Nous pouvons décliner poliment l'investissement et laisser la banque prendre leur maison. Ce serait une exécution très discrète et très propre. J'ai regardé par les immenses baies vitrées les immenses canyons de béton de Paris. Une exécution discrète et propre était exactement ce qu'il méritait. J'aurais pu autoriser l'email de refus sur le champ. J'aurais pu laisser le système bancaire automatisé détruire leur vie pendant que je sirotais un café glacé dans mon Penthouse. Mais un email est invisible. Un email permet au destinataire de créer sa propre narration. Si j'envoyais un email de refus, mon père trouverait un moyen de blâmer l'industrie du capital risque. Il dirait à ses amis du country club que les élites parisiennes ne comprenaient tout simplement pas la vision brillante de son fils. Il n'assumerait jamais la responsabilité de l'incendie qu'il avait allumé. J'ai repensé à la nuit où j'ai quitté le Sud. J'ai repensé à ma présence dans le salon, inhalant l'odeur du papier brûlé, regardant ma lettre d'admission à HEC se transformer en cendres. Mon père m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit que j'étais obligé de sacrifier mon avenir pour que mon frère puisse réussir. J'ai réalisé à ce moment-là qu'une exécution discrète ne suffirait pas. J'avais besoin que mon père me regarde dans les yeux quand ses illusions voleraient en éclats. J'avais besoin qu'il sache exactement qui tenait le marteau. Non, ai-je dit en me tournant vers Vivienne. N'envoie pas l'email de refus. Approuve-les pour le prochain tour. Je veux que tu invites le PDG et son équipe dirigeante à une réunion de présentation en personne ici, à notre siège. Vivienne a penché la tête, étudiant mon visage avec un mélange de curiosité professionnelle et de profond amusement.
Tu veux les faire venir dans le bâtiment, a-t-elle demandé. Tu veux t'asseoir à une table de conférence et écouter ton frère présenter une application de nourriture pour chiens pendant que tes parents regardent? Ils ne présenteront pas leur projet au conseil d'administration général, ai-je expliqué, mon esprit construisant rapidement le piège. Quand ton assistant enverra l'invitation, dis-leur qu'ils ont contourné le processus d'examen standard. Dis-leur que leur pitch a été sélectionné pour une présentation exclusive à l'associé silencieux de la firme. Ils penseront avoir touché le gros lot. Ils penseront qu'un business angel milliardaire veut leur faire un chèque en blanc. Ils dépenseront leurs tout derniers euros pour s'envoler vers Paris et réserver une chambre d'hôtel de luxe parce qu'ils croiront avoir enfin gagné. Vivienne a souri. C'était le sourire froid et terrifiant qu'elle n'utilisait que juste avant de détruire une entreprise rivale lors d'un rachat d'entreprise. Tu vas les laisser marcher jusqu'à l'abattoir avant d'allumer la lumière, a-t-elle dit. Exactement, ai-je répondu. La réunion a été fixée au mardi suivant à 10 h du matin. Pendant les 5 jours qui ont suivi, j'ai méticuleusement préparé l'embuscade. Je ne me suis pas contenté de lire le dossier d'investissement de Charles. J'en ai fait une arme. J'ai passé chaque transaction du grand livre de son entreprise dans mon logiciel d'analyse prédictive. L'algorithme a mis en pièces son modèle économique. Il a signalé la location de voitures de luxe qu'il avait déguisées en véhicules de marketing d'entreprise, et a mis en évidence les dîners coûteux dans des restaurants de viande haut de gamme qu'il avait passés en frais d'acquisition de clients, bien qu'il n'ait absolument aucun client. J'ai cartographié la géométrie exacte de sa fraude financière. J'ai imprimé les visualisations de données et je les ai organisées dans d'élégants dossiers noirs. Je n'allais pas seulement rejeter son financement. J'allais démanteler son ego de manière chirurgicale devant l'homme qui l'avait encouragé. Le matin de la présentation, je me suis réveillé à 5 heures. Je me suis tenu devant les miroirs en pied de mon pantouse du triangle d'or et j'ai évalué mon reflet. Je ne ressemblais pas à la fille terrifiée de 20 ans qui était arrivée à la gare routière avec un sac de sport et 400 €. Je ressemblais à une associée junior d'une impitoyable société de capital risque parisienne. J'ai choisi un tailleur blanc immaculé sur mesure. Il était structuré, net et ne pardonnait aucun défaut. C'était le genre de tailleur qui impose le respect dans une pièce dès que vous franchissez la porte. Je l'ai associé à un chemisier en soie et à la montre Cartier à 10 000 € que Vivienne m'avait offerte lors de l'acquisition de mon logiciel. Je m'habillais pour des funérailles. Je suis arrivé dans le bâtiment de Vasseur Capital avec 1 heure d'avance. Je suis entré dans la salle de conférence principale à l'étage de la direction. La pièce était intimidante à dessein. Elle comportait une immense table de conférence en acajou poli entourée de chaises en cuir noir. Le mur du fond était entièrement en verre, offrant une vue plongeante et vertigineuse sur les rues en contrebas. J'ai pris place tout au bout de la table, me positionnant de manière à ce que la lumière naturelle des fenêtres me plonge dans l'ombre lorsque les portes s'ouvriraient. J'ai placé le dossier noir contenant l'autopsie financière de Charles parfaitement centré sur le bois devant moi. À 10 heures précises, la voix de la réceptionniste a grésillé sur l'interphone de mon bureau. « Madame Dupont » a-t-elle dit. L'équipe de direction d'Aristochien est arrivée pour sa présentation avec l'associé silencieux. « Faites-les entrer » ai-je répondu. Ma voix était aussi froide et claire que la glace en hiver. J'ai croisé les mains, les posant sur le dossier noir. J'ai entendu les pas lourds s'avancer dans le couloir moquetté. J'ai entendu la voix tonitruante de mon père résonner avec assurance pendant qu'il parlait à la réceptionniste. Il avait l'air exactement le même, arrogant, plein de certitude et complètement ignorant du fait qu'il marchait droit dans un piège conçu par la fille qui l'avait jeté. Les lourdes portes en verre de la salle de conférence se sont déverrouillées avec un déclic et se sont lentement ouvertes. Je me suis assise en bout de l'immense table de conférence en acajou et j'ai attendu que le piège se referme. La pièce était parfaitement silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du système de climatisation et du tic-tac régulier de la montre Cartier à mon poignet gauche. J'avais positionné ma chaise en cuir spécifiquement pour que le soleil du matin, se reflétant sur les gratte-ciel parisiens voisins, me projette en silhouette partielle. C'est une tactique d'intimidation classique que j'ai apprise en regardant Vivienne démanteler des cadres rivaux. Vous aveuglez légèrement votre adversaire avec l'éblouissement tout en gardant votre propre visage entièrement illisible. J'ai lissé les revers de mon tailleur blanc. Mon rythme cardiaque était stable, à 60 battements par minute au repos. 5 ans plus tôt, dans le salon de mon père, j'aurais tremblé de terreur. Aujourd'hui, j'étais une espèce complètement différente. J'étais le prédateur attendant patiemment que la proie entre dans la cage de verre qu'elle avait elle-même construite.
Les lourdes portes en acajou se sont ouvertes avec un léger sifflement hydraulique. Mon frère Charles est entré le premier. Il avait 28 ans maintenant, mais il se comportait avec l'énergie nerveuse et désespérée d'un adolescent qui avait oublié de réviser pour un examen final. Il portait un costume bleu marine un peu trop grand aux épaules, et il serrait un pointeur de présentation en plastique dans sa main moite comme si c'était un radeau de sauvetage. Juste derrière lui se trouvait mon père. Richard Dupont est entré dans la salle de conférence de Vasseur Capital le torse bombé et le menton haut. Il projetait la fausse assurance d'un patriarche de banlieue qui croyait sincèrement que sa seule présence imposait un respect immédiat. Il a regardé autour de l'immense pièce, admirant l'art moderne onéreux et la vue panoramique vertigineuse sur la ville avec une expression avide et affamée. Il ne s'est pas immédiatement concentré sur moi, assise à l'autre bout de la longue table. Il était trop occupé à être impressionné par la richesse qu'il pensait être sur le point d'acquérir. « Messieurs » a dit la réceptionniste en faisant un geste vers le bout de la table. « L'associé silencieux va vous recevoir maintenant. » Elle a reculé dans le couloir et a refermé les lourdes portes. Le claquement bruyant de la serrure magnétique a résonné sèchement dans la pièce caverneuse, les enfermant à l'intérieur avec moi. Mon père a tourné son attention vers le bout de la table. Il a affiché un grand sourire commercial de façade et a fait 3 pas confiants en avant. « Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir », a-t-il tonné. Sa voix a rebondi sur les murs de verre, remplissant l'espace silencieux d'une autorité usurpée. Nous représentons Aristochien, et nous sommes incroyablement ravis de partager notre vision révolutionnaire avec vous aujourd'hui. Il a tendu sa main droite, se préparant à une poignée de main professionnelle ferme pour sceller son accord imaginaire. Puis la lumière du soleil a tourné et a illuminé mon visage. Mon père s'est arrêté de marcher. Sa main tendue s'est figée en l'air. Le sourire de façade a littéralement glissé de son visage, laissant place à un masque de choc pur et absolu. Ses yeux se sont écarquillés d'une manière impossible. Il a cligné des yeux rapidement, comme si son cerveau rejetait violemment les informations optiques que ses yeux lui envoyaient. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Charles a heurté le dos de mon père parce qu'il n'avait pas levé les yeux de ses notes de présentation. Il a trébuché, a retrouvé son équilibre et a finalement regardé tout au bout de la table. Charles ne m'a pas reconnu au début. Je portais un tailleur qui coûtait plus cher que tout son budget marketing. Mes cheveux étaient coiffés dans un brushing lisse et professionnel. Je possédais une aura d'autorité absolue et intouchable. Mais ensuite, ses yeux ont croisé les miens et sa mâchoire est tombée. « Chloé » a-t-il chuchoté, la voix complètement brisée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a regardé autour de la salle de conférence vide, cherchant désespérément une explication logique qui n'impliquait pas que je détienne les clés de son avenir. « Pourquoi es-tu dans cette pièce ? Es-tu l'assistante de l'associé ? Nous avons besoin que tu ailles le chercher tout de suite. Nous avons une présentation massive et nous ne pouvons pas perdre de temps. » Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas tendu la main. J'ai simplement posé mes coudes sur l'acajou poli et j'ai joint mes doigts en pointe. Je les ai fixés avec des yeux aussi froids qu'un océan en hiver. « Je ne suis pas l'assistante, Charles », ai-je dit. Ma voix était calme, posée et absolument terrifiante. Je suis l'associé junior de ce cabinet. Je suis l'investisseur silencieux qui a demandé cette réunion spécifique et vos finances sont une vaste blague. Asseyez-vous, tous les deux. Parlons de votre dette catastrophique. Mon père a laissé échapper un étrange bruit d'étranglement. Il a reculé en titubant et s'est laissé tomber lourdement dans l'une des chaises en cuir noir, comme si les os de ses jambes s'étaient soudainement dissous. Charles est resté debout, figé sur place, tenant son pointeur en plastique comme un bouclier. « Assieds-toi, Charles », ai-je ordonné, ma voix baissant d'une octave entière. Il a tressailli et s'est effondré sur la chaise à côté de mon père. J'ai ouvert l'élégant dossier noir posé sur la table devant moi. Je ne leur ai pas demandé de commencer leur présentation. Je ne les ai pas laissés parler. J'ai simplement commencé à lire leur autopsie financière à haute voix, disséquant leur échec ligne par ligne sanglante. Vous demandez 500 000 € de financement en actions de série A pour une application de réseau social pour chiens de race, ai-je dit, regardant directement mon père. Mais selon votre propre grand livre, vous avez 0 utilisateur actif. Vous avez 0 code propriétaire. Ce que vous avez, c'est un véhicule de luxe en location, 3 abonnements coûteux à des country clubs passés en frais de prospection, et un prêt commercial prédateur avec une date de défaut de paiement ferme fixée à ce vendredi. J'ai tourné une page,
tapotant mon stylo Cartier contre une colonne de chiffres surlignés. Vous avez englouti 300 000 € de capital initial sans écrire une seule ligne de code logiciel viable. Vous avez payé 40 000 € à un consultant en images de marque pour concevoir un logo, mais vous avez dépensé absolument 0 € pour un architecte serveur. Ce n'est pas une start-up technologique, messieurs. C'est une fraude financière hautement désorganisée, conçue pour subventionner un style de vie de luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'était la même voix autoritaire et exigeante qu'il avait utilisée la nuit où il avait brûlé mes admissions à l'université dans la cheminée. C'était la voix d'un homme essayant désespérément de reprendre le contrôle d'une histoire qui lui avait déjà glissé entre les doigts. « Écoute-moi bien, Chloé », a-t-il dit en se penchant en avant et en pointant un doigt épais et tremblant vers moi. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues ni comment tu t'es arnaqué une place dans cette chaise de luxe. Mais tu vas montrer un peu de respect à ton frère. Nous sommes venus ici pour un financement, et tu dois ton soutien à cette famille. Tu as toujours été égoïste et jalouse de Charles. Maintenant, tu vas autoriser cet investissement ou je vais sortir de cette pièce, parler à ton patron et te faire virer sur le champ. » J'ai regardé son doigt pointé. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni peur, ni intimidation, juste une pitié clinique et froide pour un homme qui ne réalisait pas qu'il était déjà mort. J'ai levé une seule main manucurée, le réduisant au silence instantanément. « Ce n'est pas ton salon, Richard, » ai-je dit froidement. « C'est ma salle de conférence. Tu ne donnes pas d'ordre ici. Tu ne fixes pas les règles. Tu n'as pas le droit de piquer une crise quand la réalité refuse de se plier à tes illusions. Tu es assis dans un bâtiment que je contribue à contrôler, à demander de l'argent que je gère personnellement, et tu supplies parce que tu es un échec financier spectaculaire. » J'ai fermé le dossier noir avec un claquement sec et violent qui les a fait sursauter tous les deux sur leur chaise. Tu t'es porté garant d'un prêt commercial toxique à haut rendement en utilisant ta maison de banlieue comme garantie pour financer une application pour nourriture pour chiens, ai-je continué. Quand tu déclencheras le défaut de paiement vendredi, le prêteur commercial va prendre ta maison. Ils prendront tes voitures. Ils liquideront tes comptes retraite. Tu es entièrement et complètement en faillite. Tu as brûlé mon avenir pour le garder au chaud, et maintenant vous allez tous les deux mourir de froid. La réalité absolue de mes paroles a finalement percé l'épaisse muraille d'arrogance de mon père. La fausse assurance s'est complètement vidée de lui, laissant derrière elle un vieil homme terrifié. Il a regardé le dossier fermé sur la table, puis a levé vers moi des yeux larmoyants et désespérés. « Chloé, je t'en prie, » a-t-il supplié, sa voix soudain aiguë et fluette. « Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous laisser perdre la maison. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu dois aider ton frère. Il a juste besoin d'un peu plus de temps pour faire fonctionner tout ça. Nous te rembourserons. Je te promets que nous te rembourserons. » Charles pleurait ouvertement maintenant, s'essuyant le nez avec le dos de la manche de son costume bon marché. Il ressemblait à un petit enfant qui venait de faire tomber sa glace sur le trottoir. Je me suis levé de ma chaise, boutonnant la veste de mon tailleur blanc. « Je n'ai à faire absolument rien, » ai-je dit, les regardant de haut depuis le bout de la table. « Il y a 5 ans, tu m'as jeté parce que tu pensais que j'étais un fardeau. Tu as brûlé mes lettres d'admission parce que tu voulais m'utiliser comme distributeur de billets pour subventionner son échec. Eh bien, je viens d'auditer son succès. Il ne vaut absolument rien. Votre demande de financement est officiellement refusée. Vous pouvez trouver la sortie de mon bâtiment tout seul. » Je leur ai tourné le dos et je suis sorti de la salle de conférence, laissant mon père et mon frère complètement paralysés dans le silence étouffant de leur propre ruine. Mais refuser officiellement leur financement et laisser une banque commerciale anonyme les expulser était beaucoup trop clément. Une saisie bancaire anonyme permettrait à mon père de jouer les victimes. Il blâmerait l'économie. Il blâmerait le système financier impitoyable. Il devait comprendre le coût exact et spécifique de ce qu'il m'avait fait. Je suis allé directement dans mon bureau privé, j'ai décroché le téléphone sur mon bureau et j'ai composé la ligne directe du gestionnaire de patrimoine personnel de Vivienne. Je lui ai donné l'ordre de contacter immédiatement le prêteur commercial qui détenait la créance garantie sur la maison de mes parents. Je lui ai dit de racheter la totalité de la dette en utilisant une société écran que je contrôlais personnellement. Je n'allais pas laisser une banque sans visage prendre leur maison. J'allais le faire moi-même. 2 jours plus tard, j'ai fait un petit sac de voyage et j'ai réservé un vol en première classe pour l'aéroport de Nice.
Je retournais dans le sud, et j'apportais le feu avec moi. J'avais regardé mon père et mon frère trébucher hors de la salle de conférence comme deux hommes venant de survivre à un violent accident de voiture, pour réaliser qu'ils étaient encore en train de se vider de leur sang. Ils ne m'ont pas dit un mot de plus. Ils n'ont pas crié, menacé ou exigé le respect comme ils le faisaient quand je vivais sous leur toit. Le poids suffocant de ma richesse et la réalité absolue de leur faillite leur avaient coupé le souffle. Les lourdes portes en acajou s'étaient refermées derrière eux, les scellant hors de ma forteresse et les renvoyant dans les rues impitoyables de Paris. J'étais resté assise au bout de la table de conférence pendant un long moment, parfaitement immobile, écoutant le bourdonnement du système de climatisation. Je venais de refuser formellement leur financement et de garantir l'effondrement de l'empire technologique imaginaire de mon frère. Mais en regardant l'élégant dossier noir contenant leur ruine financière, je savais que laisser simplement une banque commerciale anonyme prendre leur maison n'allait pas m'apporter la conclusion que j'exigeais. Une saisie immobilière par une banque commerciale est un processus bureaucratique lent. Elle implique des lettres automatisées, des agents de recouvrement insensibles et une expulsion légale stérile. Cela donne aux personnes désespérées comme mon père l'opportunité de se dépeindre comme les victimes tragiques d'un système financier défaillant. Il passerait le reste de sa vie assis dans des bars à dire à quiconque voulait l'entendre que les banques avaient détruit l'avenir de son brillant fils. Je n'allais pas lui accorder ce confort. Je n'allais pas le laisser blâmer l'économie ou la nature impitoyable du capital-risque. J'avais besoin qu'il sache avec une certitude absolue et terrifiante que l'architecte de sa destruction était la fille exacte qu'il avait jetée. J'ai décroché le téléphone sur la table de conférence et j'ai composé la ligne directe du gestionnaire de patrimoine senior chez Vasseur Capital. Quand il a répondu, je lui ai donné une série d'instructions très précises. Je lui ai dit de contacter le prêteur commercial prédateur qui détenait la créance garantie sur la maison de banlieue de mes parents dans le sud. Dans le système financier, la dette commerciale toxique est achetée et vendue sur le marché secondaire tous les jours. Lorsqu'un emprunteur est à quelques semaines d'un défaut de paiement ferme, les prêteurs sont souvent ravis de vendre le papier à une société de capital investissement juste pour retirer le passif de leur livre. J'ai ordonné à mon gestionnaire de patrimoine d'acheter l'intégralité du portefeuille de dette de ma famille en utilisant une société holding opaque que je contrôlais totalement. Je me fichais de la prime exigée par la banque. J'avais des millions d'euros en capitaux liquides et j'étais sur le point de l'utiliser pour acheter le toit physique au-dessus de la tête de mes bourreaux. La transaction a pris moins de 48 heures pour être validée. Le jeudi après-midi, l'encre numérique était sèche. La banque commerciale avait transféré l'acte de fiducie et les contrats de prêt à ma société holding. Je n'étais plus seulement la sœur qu'ils avaient écartée. J'étais légalement leur banque. Je détenais le pouvoir absolu et unilatéral de lancer une procédure de saisie immédiate à la seconde où il manquerait leur délai final. Avec le piège légal définitivement verrouillé, j'ai dit à Vivienne que je prenais un congé de 3 jours. Je suis retourné à mon Penthouse du Triangle d'Or pour faire mes bagages. 5 ans plus tôt, j'avais préparé un sac de sport en toile délavé dans le noir, terrifié à l'idée que mon père se réveille et me surprenne. J'avais fourré 3 jeans et 400 € dans mes poches et j'avais fui dans la nuit comme une criminelle. Cette fois, j'ai préparé un sac de voyage Louis Vuitton immaculé. J'ai pris une paire de lunettes de soleil de créateur, un chemisier en soie et un blazer structuré. Je ne me faufilais plus par la porte de derrière. Je volais en première classe pour retourner exactement à l'endroit où mon avenir était censé brûler, et j'apportais un brasier avec moi. Pour bien comprendre la gravité de ce que je m'apprêtais à faire, il faut comprendre le rôle que ma mère a joué dans la dynamique de la famille Dupont. Mon père, Richard, était l'homme de main bruyant et agressif, mais ma mère, Suzanne, était l'architecte discrète et méticuleuse de l'illusion. Suzanne se souciait d'une chose par-dessus tout, et c'était son statut social dans notre banlieue aisée de la classe moyenne supérieure. C'était le genre de femme qui dépensait des milliers d'euros en aménagement paysager professionnel tout en ignorant activement le fait que sa fille cumulait 2 emplois au SMIC juste pour payer les frais de dossier universitaire. Suzanne n'a jamais tenu le briquet la nuit où mes lettres d'admission ont brûlé, mais elle a tendu l'essence à mon père. Elle est restée silencieuse à l'arrière-plan, validant sa cruauté parce que me sacrifier était la seule façon de maintenir le fantasme coûteux que son fils Charles était un génie. L'estime personnelle de Suzanne était entièrement liée à l'apparence physique de cette maison. C'était sa carte d'entrée au country club. C'était sa preuve qu'elle était une mère accomplie. Lui enlever cette maison allait la couper complètement de sa fausse réalité. J'ai atterri à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur vendredi matin. Je n'ai pas appelé un service de VTC économique.
J'ai marché directement vers le comptoir de location de voitures exotiques de luxe et je leur ai tendu ma carte d'entreprise Platinum. J'ai demandé le véhicule le plus agressif et intimidant qu'ils avaient sur le parking. 10 minutes plus tard, on me remettait les clés d'une Porsche Panamera gris ardoise flambant neuve. C'était une machine basse et large qui ronronnait avec un grognement mécanique profond et guttural. C'était une voiture conçue pour faire tourner les têtes et projeter une domination financière absolue. C'était une voiture dont mon père avait rêvé toute sa vie mais qu'il n'avait jamais pu s'offrir parce qu'il était trop occupé à financer les échecs de mon frère. J'ai pris l'autoroute et j'ai roulé vers la banlieue. Le paysage physique de mon enfance défilait derrière les vitres teintées. Je suis passé devant la brasserie où j'avais l'habitude d'enchaîner les doubles services en sentant la graisse et le café bon marché. Je suis passé devant la bibliothèque municipale où je me cachais de ma famille pour étudier pour mes examens de fin d'année. Chaque coin de rue renfermait un souvenir d'épuisement et d'anxiété. Mais alors que je serrais le volant en cuir de la Porsche, ces souvenirs ne faisaient plus mal. Ils ressemblaient juste à des scènes d'un film sur une fille qui n'existait plus. J'avais conquis cette ville le jour où je l'avais quittée, et maintenant je revenais simplement pour récupérer mon butin. J'ai tourné dans mon ancienne rue. Le quartier était exactement comme dans mes souvenirs. Des maisons bourgeoises à 2 étages, des pelouses vertes parfaitement entretenues et des SUV de luxe garés dans de larges allées. Mais alors que j'approchais lentement de l'adresse de mon enfance, le contraste est devenu flagrant. La maison de mes parents se démarquait comme une dent pourrie dans un sourire parfait. L'hémorragie financière de l'entreprise de Charles avait clairement eu un impact physique sur la propriété. La peinture blanche sur le revêtement en bois s'écaillait en larges bandes disgracieuses. Les gouttières s'affaissaient. La pelouse de devant, autrefois immaculée, était envahie par les mauvaises herbes et parsemée de taches brunes. Ils avaient complètement manqué d'argent pour maintenir l'illusion. J'ai garé la Porsche gris ardoise directement dans l'allée. Je ne me suis pas garé dans la rue. J'ai roulé droit sur leur béton, revendiquant l'espace avec le ralenti bruyant et palpitant du moteur de la voiture de sport. Ma mère, Suzanne, se tenait dans le jardin de devant, près des marches du Porsche. Elle tenait un tuyau d'arrosage en plastique vert, arrosant de manière apathique une rangée d'hortensias bruns complètement morts. Elle portait un chemisier à fleurs délavées, et ses cheveux semblaient négligés, un changement radical par rapport à la femme mondaine du country club que j'avais connue. Le stress de la faillite imminente l'avait fait vieillir de 10 ans en 5 ans. Lorsqu'elle a entendu le grognement agressif du moteur de la Porsche, elle a cessé d'arroser. Elle est restée parfaitement immobile, fixant la machine à 100 000 € garée dans son allée délabrée. Elle pensait probablement que c'était un cadre de banque ou un agent de recouvrement de luxe venant finaliser la ruine de sa famille. Elle avait l'air terrifiée, reculant vers les marches en bois du Porsche comme si elle essayait de se cacher derrière les buissons morts. J'ai coupé le moteur. Le silence soudain dans le quartier résidentiel était lourd et électrique. J'ai ouvert la lourde porte côté conducteur et j'ai posé le pied sur le béton. Je portais un pantalon ajusté beige immaculé, un chemisier en soie crème et la montre Cartier à 10 000 € brillait à mon poignet. J'ai remonté mes lunettes de soleil de créateur, les reposant parfaitement sur le dessus de mes cheveux lisses. J'ai fermé la porte de la voiture avec un bruit sourd et onéreux et je me suis tourné pour faire face à la femme qui avait regardé ma lettre d'admission à HEC se transformer en cendres sans dire un seul mot. Suzanne m'a dévisagé. Ses yeux ont fait l'aller-retour entre le capot poli de la Porsche, mes vêtements de créateur et se sont finalement posés sur mon visage. Le cerveau humain est un mécanisme fascinant lorsqu'il est confronté à des informations impossibles. Il essaie activement de rejeter les données visuelles qu'il reçoit. Suzanne a plissé les yeux et sa bouche s'est légèrement ouverte alors que son esprit luttait pour réconcilier la prédatrice riche et puissante qui se tenait dans son allée avec la fille invisible, bouc émissaire, qu'elle avait rejetée il y a 5 ans. Elle a fait un pas tremblant vers la Porsche. J'ai pu voir le moment exact où les rouages de son esprit sont passés d'une terreur absolue à une étincelle soudaine, désespérée et terrifiante d'espoir. Elle pensait probablement que j'avais eu un énorme changement de cœur après le massacre de la salle de conférence à Paris. Dans sa logique maternelle tordue, elle croyait probablement que j'avais pris l'avion jusqu'à la Côte d'Azur dans une voiture de sport à 100 000 € pour m'excuser auprès de mon père et offrir à mon frère un renflouement de plusieurs millions. « Chloé » a-t-elle murmuré, sa voix tremblant si fort qu'elle ressemblait à une feuille sèche prise dans le vent. « Tu es revenue. Tu es si belle. Regarde cette voiture. Regarde-toi. Nous savions que tu ne nous laisserais pas simplement tomber. Nous savions que tu te souviendrais de ta famille. » Elle a tendu les bras,
se préparant à me tirer dans le genre d'étreinte chaleureuse et maternelle qu'elle m'avait activement refusée pendant toute mon enfance. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement levé la main gauche, paume vers l'extérieur, établissant une frontière physique immédiate et impénétrable entre nous. « Ne me touche pas, Suzanne », ai-je dit. Ma voix était complètement plate, dépourvue de toute chaleur ou affection familiale. La dureté de mon ton et l'utilisation de son prénom l'ont frappée comme un coup physique. Elle a reculé, trébuchant en arrière de quelques pas jusqu'à ce que son talon heurte le bord de l'allée en béton. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, la lourde porte d'entrée en bois de la maison s'est violemment ouverte. Mon père, Richard, et mon frère Charles ont fait irruption sur le porche. Le grondement bruyant et agressif du moteur de la Porsche les avait tirés de leur ruine misérable et imminente. Ils se sont arrêtés net en haut des marches. Ils avaient tous les deux l'air totalement épuisés. Mon père portait un polo froissé, et son visage était mal rasé. L'assurance artificielle qu'il avait projetée dans la salle de conférence de Vasseur Capital à peine 2 jours auparavant avait entièrement disparu, remplacée par le regard creux et enfoncé d'un homme qui savait qu'il se noyait dans une dette toxique. Charles se tenait légèrement derrière lui, regardant par-dessus l'épaule de mon père comme un enfant effrayé se cachant d'un orage. Ils ont dévisagé la voiture de sport gris ardoise garée agressivement sur leur propriété. Puis leurs yeux sont montés et se sont verrouillés sur moi. Pendant quelques longues et atroces secondes, personne n'a respiré. Le quartier résidentiel était parfaitement calme à l'exception du bruit du tuyau d'arrosage qui déversait de l'eau sur l'allée. J'ai remarqué du coin de l'œil que Madame Garnier, la voisine âgée qui habitait la maison d'à côté, avait arrêté de ramasser son courrier du matin et se tenait à la limite de sa propriété, nous regardant activement. Suzanne l'a remarqué aussi, et une rougeur profonde de honte intense a grimpé le long du cou de ma mère. Suzanne avait passé toute sa vie d'adulte à cultiver l'illusion parfaite de la classe moyenne supérieure pour ses voisins, et maintenant son échec ultime se déroulait en plein jour. Mon père a finalement rompu le silence. À mon plus grand étonnement, son instinct de survie a complètement pris le dessus sur sa honte. Il a réellement essayé de sourire. Il a bombé le torse et a descendu les marches en bois, s'approchant de moi avec l'arrogance et l'assurance injustifiée d'un patriarche qui croyait sincèrement avoir encore le contrôle. « Chloé », a-t-il dit, sa voix résonnant à travers la pelouse dans une tentative désespérée de paraître autoritaire. L'audace aveuglante et pure de son sentiment de légitimité était presque magnifique. Il se tenait là, complètement ruiné sur une pelouse mourante, suppliant pratiquement pour sa survie financière, et il essayait encore de me donner des ordres. Il croyait sincèrement que le fait biologique de sa paternité lui accordait un accès illimité à mon compte bancaire. Je ne me suis pas avancé à sa rencontre. Je suis resté parfaitement planté à côté de la portière conducteur de ma voiture. J'ai tendu le bras vers le siège passager et j'ai ramassé l'épaisse et lourde enveloppe Kraft que j'avais apportée de Paris. « Je ne suis pas venu ici pour te sauver, Richard », ai-je dit, ma voix portant clairement dans l'air estival. « Je suis venu ici pour livrer un message. » Mon père s'est arrêté de marcher. Il était à moins de 2 mètres de moi. Le faux sourire a disparu de son visage instantanément, remplacé par une moue sombre et défensive. « De quoi tu parles » a-t-il exigé. « Tu es ma fille. Tu as des millions d'euros. Tu dois ton soutien à cette famille après tout ce que nous avons fait pour toi. » Je l'ai regardé avec un détachement clinique et froid. J'ai ouvert le fermoir de l'enveloppe et j'ai sorti une épaisse liasse de documents légaux imprimés sur du papier lourd de qualité. Le logo de Vasseur Capital était en relief en haut de la première page. J'ai fait 3 pas en avant, envahissant son espace personnel, et j'ai poussé la liasse entière de documents directement contre sa poitrine. Il a levé les mains par réflexe pour les attraper avant qu'ils ne tombent au sol. « Lis la première page », ai-je ordonné. Mon père a baissé les yeux sur les documents. Ses yeux ont balayé l'épais texte noir. J'ai regardé ses pupilles se dilater. J'ai regardé les dernières couleurs se vider complètement de son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à une statue de cire. Ses mains se sont mises à trembler si violemment que le papier a froissé bruyamment dans l'air calme. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré. Sa voix était complètement vidée. « C'est la preuve absolue et irréfutable de votre destruction », ai-je dit, en gardant un ton parfaitement conversationnel. Quand j'ai formellement refusé la demande de financement de Charles mardi, ton entreprise a déclenché un défaut de paiement ferme sur son prêt commercial. Ton prêteur a immédiatement paniqué.
Ils ont réalisé que vous aviez zéro actif et zéro capacité à rembourser les centaines de milliers d'euros que vous aviez empruntés. Dans le système financier, quand une banque détient une dette toxique, elle la vend sur le marché secondaire pour limiter ses pertes. J'ai pointé un doigt manucuré vers le document qui tremblait dans ses mains. J'ai donné l'ordre à mon gestionnaire de patrimoine de contacter ton prêteur. J'ai utilisé une société holding que je contrôle personnellement pour acheter l'intégralité de votre portefeuille de dette avec une prime. J'ai acheté le billet à ordre. J'ai acheté l'acte de fiducie. J'ai acheté l'hypothèque sur cette propriété. Suzanne a laissé échapper un halètement aigu et étranglé derrière lui. Charles a agrippé la rambarde en bois du porche, ses jointures devenant entièrement blanches. Mon père a levé les yeux des papiers. Il respirait lourdement, sa poitrine se soulevant alors que son cerveau essayait désespérément de trouver une échappatoire, un moyen de s'en sortir, un moyen de réaffirmer sa domination. Mais il n'y a pas d'échappatoire dans l'acquisition de dettes d'entreprise. Il n'était qu'un responsable logistique de province qui avait essayé de jouer à un jeu à haut risque dans le capital risque, et il avait été entièrement surpassé par la fille qui l'avait jeté. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il lâché dans un soupir étranglé. « Tu ne peux pas acheter ma maison. C'est illégal. C'est la famille. C'est une acquisition d'entreprise standard, Richard, les jeux corrigés calmement. Tu as offert cette propriété physique comme garantie pour un prêt commercial à haut rendement afin de financer une application pour nourriture pour chiens qui n'avait aucun revenu. Tu as parié le toit au-dessus de ta tête sur son délire. Tu as perdu le pari et la banque a encaissé. Je suis la banque maintenant. Je suis passé devant lui, posant le pied sur la première marche en bois du porche. J'ai levé les yeux vers la grande baille vitrée qui donnait directement sur leur salon. J'ai fixé la cheminée en briques qui s'élevait au-dessus de la ligne de toit. Il y a 5 ans, ai-je dit, ma voix résonnant avec une finalité absolue. Tu te tenais dans ce salon exact avec un briquet argenté. Tu as brûlé ma lettre d'admission à HEC. Tu as brûlé Sciences Po. Tu as brûlé tout ce pourquoi j'avais travaillé parce que tu m'as dit que je devais sacrifier mon avenir pour que Charles puisse avoir une maison calme pour construire son empire. Tu m'as dit que je n'étais rien d'autre qu'un personnage secondaire dans son histoire. Je me suis retourné pour leur faire face depuis la position surélevée des marches du porche. J'ai baissé les yeux sur mon père qui serrait les documents de saisie comme un bouclier qui ne pouvait pas le protéger. Eh bien, j'ai audité son empire, ai-je dit froidement. Il ne vaut absolument rien. C'est un escroc et tu es en faillite. Et depuis 9 heures ce matin, je suis l'unique propriétaire légal de ce bien. Le silence qui a suivi était absolu. Le quartier était devenu complètement immobile. Mes parents et mon frère étaient enfin piégés dans une réalité dont ils ne pouvaient pas s'extraire par des mensonges. Mais exposer les faits n'était que la première partie du règlement de compte. La véritable dévastation était sur le point de commencer, car ils ne comprenaient toujours pas exactement ce que ma propriété signifiait pour leur avenir immédiat. Et alors que ma mère s'effondrait à genoux sur l'herbe mourante, pleurant de façon hystérique, je me préparais à poser l'ultime limite définitive qui couperait nos liens pour toujours. Suzanne était à genoux sur le béton mouillé. L'eau du tuyau d'arrosage tombait imbibait son chemisier à fleurs onéreux, mais elle ne semblait même pas le remarquer. Pour une femme qui avait passé toute sa vie d'adulte terrifiée à l'idée qu'un seul brin d'herbe ne soit pas à sa place, l'avoir abandonné complètement sa dignité physique était profond. Elle a tendu la main vers mon pantalon beige. J'ai fait un pas délibéré en arrière, gardant mes chaussures entièrement hors de sa portée. Suzanne a commencé à supplier. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point mon père me traitait mal. C'était la lâcheté ultime. Même maintenant, face à une ruine financière absolue, elle essayait de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. Je l'ai regardée de haut et je lui ai calmement rappelé que c'était elle qui lui avait tendu les 7 autres enveloppes. C'était elle qui m'avait dit que j'étais égoïste de vouloir faire des études. Je lui ai dit que son silence était tout aussi violent que son briquet, et que je les tenais tous les deux également responsables des cendres. Richard serrait toujours les documents de saisie contre sa poitrine comme un gilet pare-balles qui avait déjà failli. Il regardait la paperasse, puis me regardait. Son cerveau essayait désespérément de calculer un moyen de sortir d'un piège aux mâchoires d'acier. Richard était un homme qui avait passé sa vie entière à malmener les guichetiers de banque, les mécaniciens et les serveuses. Il avait l'habitude d'utiliser sa voix forte et sa posture agressive pour forcer le monde à lui accorder des délais et des faveurs. Il a suggéré un plan de remboursement. Il a dit qu'il sortirait de sa retraite.
Il a dit qu'il prendrait un emploi de gérant dans un entrepôt de bricolage et qu'il me rembourserait chaque mois jusqu'à ce que la dette soit apurée. Je n'ai pas élevé la voix, mais mes mots ont tranché l'air estival humide comme un scalpel. Je lui ai dit que la dette garantie totale s'élevait à plus de 1,5 million d'euros. J'ai décomposé les mathématiques brutales pour lui. J'ai expliqué que même s'il travaillait 80 heures par semaine pour le reste de sa vie naturelle, l'intégralité de son salaire ne couvrirait même pas les intérêts mensuels générés par le prêt principal. Il avait parié sa sécurité physique sur l'argent du capital risque à haut rendement et il avait perdu de façon spectaculaire. Il n'y avait aucun plan de paiement qui puisse combler un déficit d'1 million d'euros. Puis Charles a enfin parlé. Mon frère de 28 ans s'est avancé depuis le porche. Son visage était rouge et tacheté. Il a essayé de bomber le torse et a utilisé le même ton exigeant et capricieux qu'il avait utilisé toute notre vie. Il m'a dit que j'étais complètement déraisonnable. Il a dit que je détruisais la famille pour une rancune d'enfance. Il a exigé que j'efface le prêt parce que son application pour nourriture pour chien n'était qu'à une mise à jour de code majeur de devenir rentable et de tous les sauver. Je me suis tourné entièrement vers Charles. Je l'ai regardé de la tête aux pieds, l'analysant de la même manière que mon logiciel analysait un actif d'entreprise défaillant. Je lui ai dit qu'il ne savait pas coder. Je lui ai dit que sa base d'utilisateurs actifs quotidien était de 0. J'ai révélé que j'avais vu l'intégralité de son registre d'entreprise pendant l'audit. Je lui ai dit que je savais qu'il avait dépensé 20 000 euros de l'argent du prêt pour des vacances de luxe à Monaco déguisées en événement de réseautage. Je savais pour la voiture de sport de location coûteuse qu'il cachait dans un parking du centre-ville. Je lui ai dit qu'il n'était pas un brillant entrepreneur tech. Il n'était qu'un voleur terrifié dans un costume bon marché, volant l'argent de ses propres parents pour faire semblant d'être important. Charles a fermé la bouche. Il n'avait absolument aucune défense. L'illusion était complètement brisée. Dans le monde réel, en dehors de la bulle protectrice de cette maison de banlieue, son incompétence était flagrante et mathématiquement prouvée. J'ai glissé la main dans l'enveloppe Kraft qui reposait toujours sur le siège passager de ma voiture et j'en ai sorti une seule feuille de papier jaune vif. C'était un avis officiel de 30 jours pour libérer les lieux. J'ai monté les marches du Porsche et je l'ai remis directement à Charles, le forçant à tenir la réalité physique de son échec. J'ai expliqué les lois strictes en matière d'expulsion en France. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 30 jours pour emballer les effets personnels que les tribunaux de faillite leur permettaient de conserver et de quitter la propriété. Je leur ai conseillé de commencer à chercher de petits appartements en location immédiatement. S'ils étaient encore à l'intérieur de la maison le 31e jour, je ferais venir les forces de l'ordre pour les expulser physiquement et placer leurs affaires sur le trottoir à la vue de tout le quartier. Suzanne a laissé échapper un hurlement horrifiant depuis l'allée. C'était un son d'agonie sociale pure. Elle m'a regardé, le mascara coulant sur son visage. Elle m'a demandé ce que j'allais faire de la maison. Elle m'a supplié de simplement la garder au nom de la famille. Elle a dit qu'elle ne supporterait pas l'idée que ses amis du country club voient un étranger vivre dans sa maison. Elle a dit que l'humiliation publique d'un panneau de saisie bancaire sur la pelouse allait littéralement la tuer. C'est à ce moment précis que j'ai asséné le coup de grâce final et dévastateur. C'était la récompense inattendue qui la couperait définitivement de la communauté qu'elle valorisait plus que sa propre fille. J'ai baissé les yeux vers ma mère et j'ai exposé les faits purs et durs. Je lui ai dit que je n'allais pas vendre la maison à une autre famille riche de la banlieue. Je lui ai dit que j'avais déjà signé un accord préliminaire avec une association locale spécialisée dans la construction de logements de transition pour les jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance et les adolescents en fugue. 5 ans plus tôt, j'avais été obligé de fuir cette propriété exacte au milieu de la nuit avec rien d'autre qu'un sac de sport et 400 euros. Je lui ai dit que j'allais raser au bulldozer son pavillon bourgeois immaculé de 4 chambres et reclasser le terrain pour y construire un foyer d'accueil multilogement, un refuge pour les enfants qui n'avaient aucun filet de sécurité. Suzanne a cessé de pleurer. Elle a cessé de respirer complètement. Le sang s'est totalement retiré de son visage. Dans son monde élitiste de la classe moyenne supérieure, la valeur immobilière et l'exclusivité du quartier étaient la religion absolue. Je ne me contentais pas de prendre sa maison. Je détruisais tout son héritage. J'allais forcer ses amis riches et prompts au jugement à regarder un foyer pour jeunes en difficulté se construire à l'endroit exact où elle organisait ses garden parties exclusives l'été. Son statut social dans la ville de ses rêves était sur le point d'être définitivement anéanti, et tout le monde saurait que c'était sa propre fille qui avait ordonné la démolition. C'était la parfaite justice poétique.
Richard a laissé tomber les documents de saisie sur le porche en bois. Les lourdes pages se sont éparpillées sur le plancher, soufflées légèrement par la brise chaude de l'été. Il s'est appuyé lourdement contre la rambarde en bois, ressemblant à un homme à qui on venait d'annoncer un diagnostic en phase terminale. Il avait enfin compris qu'il n'y avait absolument aucun moyen de sortir de ce piège par l'intimidation ou la négociation. Le rapport de force avait définitivement basculé. Il était complètement à ma merci et je n'en avais plus aucune à accorder. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas demandé d'excuses, car des excuses de leur part étaient une monnaie sans valeur. J'ai descendu les marches en bois du porche pour la toute dernière fois. Mon pantalon beige a frôlé ma mère, qui était toujours agenouillée silencieusement sur le béton mouillé. Elle n'a pas essayé de m'atteindre à nouveau. Le poids psychologique de ce qui allait arriver à son quartier l'avait complètement paralysé. J'ai ouvert la lourde portière de la Porsche Panamera grise ardoise et je me suis glissé sur le siège conducteur. Le cuir était frais et sentait l'argent neuf et onéreux. J'ai remis mes lunettes de créateur sur mes yeux, me protégeant du soleil aveuglant de l'après-midi. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage et le moteur a rugi, brisant l'atmosphère calme de la banlieue une dernière fois. En enclenchant la marche arrière, j'ai regardé par la vitre teintée. Mon père fixait d'un regard vide les documents légaux éparpillés sur le porche. Mon frère pleurait silencieusement, tenant l'avis d'expulsion jaune. Ma mère était toujours par terre, entourée des hortensias morts qu'elle n'avait plus les moyens d'arroser. C'était un portrait parfait des conséquences. J'ai reculé hors de l'allée et je me suis inséré en douceur sur la rue asphaltée. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je me suis éloigné des ruines de ma famille biologique, les laissant naviguer dans la tempête catastrophique qu'ils avaient entièrement créée pour eux-mêmes. Le conflit était enfin terminé. Les dettes étaient payées en totalité et mes comptes étaient complètement soldés. Mais l'histoire ne se termine pas simplement en partant. Elle se termine avec ce que l'on construit dans l'espace vide qu'ils laissent derrière eux. Les gens me demandent constamment si j'ai ressenti la moindre once de culpabilité en m'éloignant de ma maison d'enfance cet après-midi-là. Ils se demandent si, en regardant à travers les vitres teintées de cette voiture de sport et en voyant ma mère pleurer de façon impuissante sur l'allée en béton mouillé, j'ai remis en question mes actions. Ils demandent si j'ai déjà envisagé de faire demi-tour et de leur offrir une fraction de ma richesse juste pour apaiser leur souffrance. La réponse est absolument non. La culpabilité est une émotion strictement réservée aux personnes qui ont une dette ou qui ont causé un préjudice intentionnel et injuste. Je ne devais absolument rien à ma famille biologique. Ils ont passé 18 ans à me traiter comme une ressource jetable, comme une servante non rémunérée entièrement conçue pour subventionner les délires de mon grand frère. Je ne les ai pas détruits activement. Je me suis simplement écarté du chemin et je leur ai permis de subir les conséquences naturelles et exactes de leurs propres décisions financières horribles. Alors que je conduisais la Porsche vers l'autoroute en direction de l'aéroport, la sensation physique dans mon corps n'était pas du regret. C'était un sentiment de légèreté profond et écrasant. La pression atmosphérique lourde et suffocante de la dynamique de la famille Dupont s'était enfin complètement évaporée de ma vie. J'ai rendu la voiture de location au terminal de l'aéroport et j'ai embarqué sur mon vol en première classe pour Paris. J'ai bu un verre d'eau pétillante, j'ai regardé les nuages se dissiper au-dessus de la campagne française, et j'ai refermé le livre de mon enfance pour toujours. Je sais que beaucoup de gens font de grandes menaces dramatiques dans le feu d'une dispute émotionnelle et ne vont jamais jusqu'au bout. Mais je suis une architecte d'algorithmes et je fonctionne strictement sur la précision des données et l'exécution. Je ne fais pas de menaces en l'air. Exactement 30 jours après avoir remis cet avis d'expulsion jaune à mon frère sur le porche, mon équipe privée de sécurité d'entreprise et les forces de l'ordre local sont arrivées sur la propriété pour s'assurer que les lieux étaient complètement libérés. Mes parents et Charles étaient entièrement partis. Ils avaient réussi à rassembler suffisamment d'argent pour louer un 2 pièces exigu dans un code postal beaucoup moins prestigieux de l'autre côté du département. Mon père avait été forcé d'accepter un emploi de chef d'équipe dans un entrepôt de bricolage, et mon frère travaillait à la caisse d'un magasin d'électronique local. La vaste maison bourgeoise de banlieue où mon père avait arrogamment brûlé mes admissions à l'université était entièrement vide. 2 semaines plus tard, l'équipe de démolition est arrivée sur la propriété. J'ai en fait repris l'avion pour le sud juste pour l'occasion. Je me suis tenu sur le trottoir d'en face en tenant une tasse de café chaud et j'ai regardé les lourds bulldozers jaunes arracher la cheminée en briques du centre même de la maison. J'ai regardé le toit s'effondrer et le revêtement blanc immaculé se briser en 1000 morceaux. Ce fut l'un des moments les plus profondément satisfaisants de toute ma vie d'adulte. Aujourd'hui,
si vous passez devant cette adresse exacte, vous ne verrez pas une pelouse de country club bien entretenue ou une maison de luxe cachant des secrets toxiques. Vous verrez un magnifique complexe d'habitation moderne de plusieurs unités conçues spécifiquement pour les jeunes majeurs sortis des foyers et les adolescents fuyant des foyers violents. Il est entièrement financé et entretenu par ma société holding. J'ai pris l'espace physique exact où mon avenir était censé mourir et je l'ai transformé en une rampe de lancement sécurisée pour des jeunes qui ont désespérément besoin d'un endroit sûr pour construire leur propre avenir. Parfois, l'acte d'amour-propre le plus profond consiste à laisser les personnes toxiques affronter la destruction exacte qu'elles ont construite pour elles-mêmes. Je n'avais pas besoin de sauver mes parents parce que je m'étais déjà sauvé moi-même. Et je ne l'ai pas fait entièrement seul. Je me suis construit une nouvelle famille à Paris, une famille de cœur. Mon mentor, Vivienne Vasseur, m'a appris que le sang biologique n'accorde pas automatiquement à quelqu'un un siège VIP permanent à votre table. Vivienne m'a montré à quoi ressemble un véritable soutien inconditionnel dans le monde réel. Elle n'a pas exigé que je me fasse toute petite pour qu'elle se sente puissante. Elle a exigé que je m'élève pour atteindre mon propre potentiel illimité. Elle m'a appris que le véritable pouvoir dans cette société ne consiste pas à crier le plus fort dans un salon de banlieue ou à malmener ses enfants pour flatter son propre ego. Le véritable pouvoir consiste à être la personne qui tient discrètement le stylo qui signe le contrat final et juridiquement contraignant. Aujourd'hui, je siège au conseil d'administration de l'une des sociétés de capital risque les plus impitoyables et les plus prospères de Paris. Je suis entouré de personnes brillantes et motivées qui célèbrent mes victoires et stimulent mon esprit. Je suis respecté. Je suis valorisé. Et je suis totalement intouchable. Quand on grandit comme le bouc émissaire désigné dans un système familial toxique, il est incroyablement facile d'intérioriser leur maltraitance. Pendant des années, quand j'étais adolescente, je croyais honnêtement que j'étais la cause profonde du problème. Je pensais que si j'avais de meilleures notes, si je travaillais un peu plus dur, si je restais dans mon coin, peut-être qu'ils finiraient par m'aimer comme ils aimaient Charles. Mais en regardant ma famille à travers le prisme clinique et objectif de la rétrospective adulte, je comprends enfin la réalité psychologique de ce qu'ils faisaient. C'est un concept psychologique appelé l'estime de soi conditionnelle. Mes parents étaient des personnes profondément précaires et terrifiées qui utilisaient mon frère comme un objet brillant pour distraire le monde de leur propre médiocrité profonde. Ils avaient désespérément besoin que Charles soit un génie pour se sentir important dans leur country club. Et ils avaient besoin que je sois un échec pour avoir un point de référence auquel le comparer. Mes réussites menaçaient toute l'intégrité structurelle de leur illusion. Mon père n'a pas brûlé mes lettres d'admission parce qu'il me détestait. Il les a brûlées parce qu'il était absolument terrifié par moi. Il savait que si on me laissait réussir, je finirais par les dépasser, par être plus intelligente qu'eux et par exposer la vérité indéniable qu'il était un raté. Leur rejet n'a jamais été le reflet de ma véritable valeur. C'était simplement le reflet de leur propre cassure profonde et irréparable. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous êtes actuellement coincé dans une maison où vos réussites sont activement ignorées et où vos limites sont constamment bafouées, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas un plan de secours. Et vous n'êtes absolument pas un agneau sacrificiel destiné à être abattu pour l'ego fragile d'un enfant prodige. Les personnes censées vous protéger pourraient essayer de brûler votre avenir pour se tenir au chaud, mais elles ne peuvent détruire que ce que vous leur permettez de trouver. Alors, cachez vos lettres d'admission, cachez votre argent, préparez votre sac de sport en toile dans le noir pendant qu'ils dorment. Partez dans le silence total et ne regardez jamais en arrière. Construisez votre forteresse brique par brique dans l'ombre où ils ne peuvent pas vous atteindre. Parce que le succès n'est pas seulement la meilleure vengeance. C'est le seul miroir assez grand pour obliger vos bourreaux à regarder leur propre reflet pathétique. Vous avez le droit fondamental de partir. Vous avez le droit de bâtir un empire massif et vous avez le droit de verrouiller les lourdes portes envers une fois que vous avez atteint le sommet absolu. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire et d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû couper des liens toxiques pour sauver votre propre vie, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un cœur dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun de vos messages, et votre soutien direct aide ces histoires à atteindre les personnes exactes qui ont désespérément besoin de les entendre aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à consulter la boîte de description ci-dessous où j'ai mis des liens vers plusieurs autres vidéos incroyables sur la survie aux familles toxiques, l'établissement de limites infranchissables et la revendication de la vie magnifique que vous méritez réellement. N'oubliez pas, vous êtes le seul auteur de votre propre histoire.
Ne laissez jamais personne d'autre tenir le stylo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bien qu'il puisse être profondément dévastateur de réaliser que les personnes qui partagent votre ADN, les parents même qui étaient censés protéger, nourrir et célébrer votre potentiel pourraient au contraire voir votre brillance comme une ombre menaçante projetée sur leur enfant prodige préféré. Vous forçant à endurer l'expérience déchirante de voir vos incroyables réussites littéralement réduites en cendres dans une cheminée de banlieue juste pour garder au chaud leurs fragiles illusions de supériorité. La leçon ultime de ce voyage est que vous n'êtes jamais définitivement lié aux rôles toxiques qui vous sont attribués dans un foyer dysfonctionnel. Au contraire, vous possédez le pouvoir absolu et indéniable de faire vos bagages à la faveur de la nuit, de vous éloigner des attentes étouffantes de personnes qui ne vous apprécient que comme une ressource jetable, et de construire discrètement une forteresse de succès intouchable à partir de zéro. Prouvant que la véritable famille n'est pas déterminée par l'obligation biologique, mais par les personnes dont vous choisissez délibérément de vous entourer. Des mentors fidèles, des amis et des alliés qui stimulent votre esprit et célèbrent vos victoires sans condition. De sorte que lorsque viendra inévitablement le jour où vos agresseurs seront contraints d'affronter les conséquences catastrophiques de leurs propres décisions profondément imparfaites et égocentriques, vous pourrez vous tenir en sécurité de l'autre côté d'une frontière impénétrable. Complètement libéré de la culpabilité, réalisant pleinement que partir n'était pas un acte de vengeance, mais l'acte d'amour-propre le plus profond imaginable.